Alors, bonjour, Lydia Bourguignon, on est à Marais-sur-Tille et en 1989, on a créé un laboratoire d'analyse microbiologique des sols, donc un service pour les agriculteurs, les vignerons, le monde agricole pour essayer qu'ils comprennent mieux leur sol et qu'ils utilisent moins de produits de traitement et qu'on aille vers une agriculture en biologie. Claude Bourguignon, l'époux de Lydia. La vocation, elle vient après des études à l'agro, de découvrir que les agronomes étaient devenus fous, quoi. On nous apprenait à donner de la viande aux vaches, on nous apprenait que des choses absurdes. Donc l'idée, c'était de repartir au niveau du sol, puisque c'est de là que tout démarre. C'est au niveau de la vie du sol pour essayer de retrouver du bon sens dans l'agriculture qui manque sérieusement, quoi. Alors on a créé aussi ce laboratoire parce qu'en fait on s'est connus à l'Institut national de recherche agronomique. Claude était, comme il vient de l'expliquer, en microbiologie des sols. Et puis moi, j'étais dans une unité qui était la qualité des aliments de l'homme. Donc en fait, on était presque chacun à un bout de la chaîne. Et au vu, donc ça c'était, on s'est connus en 76, donc entre 76 et 89, on n'était pas du tout, si on est parti aussi, c'est que les instituts publics étaient pas du tout sur l'écologie, l'environnement, la biodiversité, la faune du sol, la microbiologie. Et donc on a décidé de partir parce que c'était pas du tout dans les idées. Bon, maintenant l'INRA, beaucoup de choses changent puisque maintenant tout le monde dit, on parle de biodiversité, de vers de terre, de ça. Mais dans les années 80, c'était pas du tout le cas. Il y a une vraie évolution et dans un sens c'est très bien. Nous, quand on a tiré la sonnette d'alarme en 89, on passait vraiment, on a eu tous les noms on va dire d'oiseaux et de côté 68 arts, enfin tout ce qu'on pouvait entendre sur l'agriculture biologique. Bon, je pense que le laboratoire a 25 ans et quand on a commencé à dénoncer ça, quelque part, ça aurait été bien si on avait eu tort, parce que ça voulait dire que la planète, elle va bien. Bon, hélas, ça nous a donné raison. Et je pense qu'il y a une telle pression aussi des consommateurs et puis de ce que l'on voit tous les jours, qu'effectivement, maintenant, même les instituts publics sont obligés de changer. Il y a une telle demande que ça commence à changer. Et c'est vrai que l'INRA, maintenant, fait plus de bio que tous les bio, quoi. Au début, on a cru un peu naïvement qu'on allait travailler pour les agriculteurs biologiques. En fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est plutôt les agriculteurs conventionnels qui étaient un peu inquiets de l'état de leur sol qui ont fait appel à nos services. Donc, on a d'abord travaillé pour les agriculteurs, puis ensuite pour les viticulteurs, parce qu'en fait, les viticulteurs, les viticulteurs pour qui nous travaillons, font un produit fini, la bouteille. Et le client, il commence à être exigeant. C'est-à-dire les clients, ils en ont assez d'avoir mal au crâne quand ils ont bu du vin, d'avoir le lendemain matin la casquette. Et ils commencent à comprendre que c'est les produits chimiques qu'on a mis sur la vigne et sur le vin qui leur donnent mal au crâne. Et donc, comme le vin n'est pas un produit vital, c'est un produit de luxe, ils sont exigeants, ils commencent à être exigeants et demander maintenant des vins de qualité. Donc, c'est vrai que c'est la vigne qui est devenue un petit peu nos clients, qui nous permettent de faire tourner ce laboratoire, quoi. On a eu un gros vide des agriculteurs dans les années, je dirais début des années 2000, où on a cessé d'avoir des agriculteurs comme clients. Et puis c'est en train de revenir très doucement, très lentement et très doucement. Alors les perspectives nouvelles, c'est-à-dire que les villes, les conseils régionaux font appel à notre laboratoire, et c'est plus donc notre fils qui s'en occupe, pour, par exemple, quand il faut trouver des parcelles pour les jardins partagés, en fait, ils veulent connaître l'état du sol. Donc ça, c'est quand même extrêmement innovateur et encourageant. C'est-à-dire que quand même, il y a une prise de conscience sur, quand ils vont faire un lotissement, ils essayent de savoir où on peut mettre le jardin. Alors qu'avant, les architectes ou les gens qui préparaient ça, il n'y avait pas du tout on mettait les bâtiments là, et puis éventuellement, le bout qui restait, on mettait le jardin. Donc ça, c'est quand même un vrai changement, je trouve assez important. Et il a travaillé pas mal sur la ville, aux alentours de Paris. Donc on commence, les régions, les conseils régionaux,
les maires, les villes sont en train de prendre en considération que il faut qu'il y ait une biodiversité. On lui demande aussi pour des jardins, quand ils veulent faire un parc, essayer de trouver des espèces de plantes qui ne sont pas consommatrices d'eau, qui seront résistantes, qui seront appropriées au terrain. Donc ça, je trouve que c'est quand même c'est vraiment une innovation par rapport à ce qu'il y avait quelques années, quand même. On s'est établi dans ce village parce qu'on a cherché on n'était pas citadins tous les deux, on cherchait une maison à la campagne et puis on est tombé sur cette maison compagnonique qui nous a plu. C'est plus l'aspect, c'est une région qui est encore tranquille, encore une belle faune, une belle biodiversité, donc c'est ça qui nous a attirés. Bon, la Bourgogne, a une chambre d'agriculture très très en retard sur les autres chambres d'agriculture. Ça a été très en retard. Ils se sont réveillés tardivement à la biologie. Hein. Quand nous on a démarré dans le monde vigneron, sur les 1500 vignerons, il y en avait que 5 qui étaient en biologie en 1990. Bon, maintenant ils sont 250, mais à l'époque on sentait le poids de la chimie et de l'agro-industrie sur la Bourgogne qui était très très pesant. Surtout qu'en plus ici vous êtes dans une région où, comme ils disent à la PAC, le plan Mansholt a été réalisé, ça, il n'y a plus d'agriculteurs. Vous voyez, ici on est sur une commune, Marais-Sortis, c'est 1500 hectares, il n'y a plus que 2 agriculteurs. C'est-à-dire qu'ici, pour vivre sur le plateau de Langres, il faut, avec 100 hectares, vous n'avez pas le SMIC, quoi. C'est-à-dire qu'il faut 150, 200 hectares pour s'en sortir, quoi, ce qui est absurde. Enfin, alors qu'avant, début du XXe siècle, ici, il y avait une vingtaine d'agriculteurs, quoi, sur la même surface. C'est une région qui a été dévastée sur le plan humain. Oui, un village comme Marais, il avait 1500 habitants au Moyen-Âge, on n'est plus que 300. Donc, vous voyez, ça va être un ravage. Mais ils sont contents, la SCE, parce qu'ils disent que le plan Mansholt a été réalisé. C'est qu'il y a plus de paysans. Vous voyez, le canton suivant, le canton de Grancey, ils sont 1500 habitants et il y a 1600 cerfs et biches. C'est qu'il y a plus de cerfs que d'habitants. Et ils trouvent que c'est très bien. Ils sont contents, la SCE, d'avoir vidé cette région de ses habitants, ce qui pour nous est une catastrophe. C'est pas du tout. Il n'y a pas de quoi se glorifier d'avoir vidé cette région de la Haute-Marne et du nord de la Côte d'Or de sa population. C'est pas une réussite. Mais parce que la chimie ne permet pas, la révolution verte ne permet pas aux gens de vivre dans cette région. Si vous voulez, ici, vous étiez dans une région qui avait 2 grands produits de terroir, qui étaient la moutarde, qui était complètement disparue, puisque maintenant nous importons notre moutarde du Canada. C'est qu'on fait de la moutarde de Dijon avec de la moutarde canadienne, ce qui est évidemment absurde. Cette moutarde était faite avec les vinaigres de la côte. Hein. C'est qu'il y avait une association entre le plateau qui fournissait la moutarde et la côte qui fournissait les vinaigres. Ça a disparu. Maintenant, c'est fait avec de la moutarde canadienne, avec des vinaigres qui viennent même pas de Côte d'Or. Et puis il y avait une autre grande spécialité ici, c'était les lentilles. On faisait des lentilles de très très haute qualité sur le plateau de Langres, complètement abandonnées. Plus personne fait des lentilles dans le coin. Donc si vous voulez, ici, c'est une région qui a perdu sa tradition paysanne. Pour faire quoi? Du blé, orge, colza. Voilà, blé, orge, colza, c'est tout ce qu'ils font. Tout l'élevage a quasiment disparu. Donc on est dans un système plan PAC, système PAC, quoi, mais qui n'a plus de réalité par rapport à son terroir. Je crois que ça c'est vraiment important. Puis je pense que même moi je me souviens quand on était à l'INRA. Donc dans les années 90, il y avait des jardins ouvriers qui étaient en bordure de la ceinture autour de Dijon. Et puis à cette époque-là, c'était peut-être encore très doré. Et les gens ont de moins en moins demandé ces jardins partagés. On disait jardins ouvriers d'ailleurs. Et ces jardins, il y en a beaucoup qui ont été abandonnés. Et puis les villes ont reconstruit dessus. Et là, je pense, vu la crise, vu ce qui se passe, les gens redemandent ces jardins parce que c'est un droit. En fonction de son revenu, c'est pas pour tout le monde, mais c'est en fonction de son revenu, on peut avoir droit à un jardin dit ouvrier ou partagé. Et ça, il y a une vraie demande, je pense, à cause de la crise. Et quelque part, c'est un lien. Je trouve que c'est important parce que c'est un lien. Les citoyens sont tellement déconnectés du monde agricole, ils ont tellement de choses à comprendre que ça permettra. Moi, je vais plus loin, c'est d'accepter de consommer des produits à leur juste prix et d'arrêter de croire que la nourriture vaut pas cher. C'est quand vous faites votre jardin, que vous piochez, que vous mettez une graine, que ça pousse peut-être, ça pousse pas le rendement. C'est se remettre en fait vraiment au niveau et pas de se dire au supermarché il y a des kilos et des kilos de tomates à un prix absolument dérisoire. Et je pense que c'est vraiment une vraie évolution ça. Ça permettra de remettre le paysan à sa juste valeur et au moins de faire comprendre que c'est un travail assez difficile.
On est dans un système absurde où on veut d'un côté une agriculture hyper intensive où il n'y a plus de biodiversité, où tout est nettoyé, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et puis on veut faire des parcs nationaux. Non, je ne savais pas qu'ils faisaient un parc national, mais de toute façon c'est un peu n'importe quoi. On pense qu'on peut faire des îlots comme ça, un peu comme il y aurait des Néandertals dans un coin, comme ça, qu'on entourerait d'une zone dit parc national. Et puis le reste, on intensifie à mort, on fout des pesticides partout, on saccage tout. Je veux dire, autrefois, moi, quand j'étais gamin, l'agriculture, elle était riche en faune. Moi, je me souviens, enfant, quand on roulait la nuit en France, on voyait traverser des lapins, des lièvres, il y a plein de gibier. Elle était giboyeuse, l'agriculture française, parce qu'on n'arrosait pas toute notre campagne de ces pesticides et de tous ces engrais chimiques. Donc, il y avait pas besoin de faire des parcs nationaux et puis de l'agriculture. Tout vivait ensemble. Il y avait de la faune, il y avait des hommes, il y avait de la nourriture, tout le monde cohabitait tranquillement. Alors maintenant, on a décidé que non, il faut qu'il y ait des parcs nationaux où on va foutre en l'air, on va mettre dehors tout le monde, et puis à côté, on va intensifier. Je trouve que cette approche est totalement absurde. Je pense que normalement, si les êtres humains étaient en équilibre avec leur nature, ils n'auraient pas besoin de créer des parcs nationaux. D'autant plus que les parcs nationaux, on sait que quand on enferme des animaux dans un milieu, ils dégénèrent. Ces animaux sont comme nous, ils ont besoin de circuler. Alors on a créé des autoroutes, on a créé des véritables barrières ou des canaux. Maintenant, toutes les rivières sont canalisées en béton. Les animaux sauvages peuvent plus les traverser. On a créé des espèces de ghettos comme ça. Il y a le ghetto humain, il y a le ghetto sauvage. Enfin, je trouve que il y a les ghettos humains au sein même de Lévis. Il y a des ghettos pour immigrer, etc. On rentre dans un monde de ghettos qui moi me terrifie complètement. Pour la COP21 ou le Grenelle de l'environnement, où toutes les positions, où quand même on devrait mettre le sol au centre, on n'est jamais contacté, jamais. Je pense qu'on a un discours qui gêne énormément. Bon, quand Claude vient de vous dire ça, dire où notre position par rapport effectivement à un zoo, on va mettre tout le monde dans des zoos, quoi. Et on n'est jamais convoqué. On dit qu'il y a des experts du sol, mais je peux vous assurer que c'est des gens qui se disent experts du sol, mais ils ne le sont pas. Ils vont pas sur le terrain, ils font pas des profils. Et dans la COP21, on n'a même pas été approché. Notre ministre n'a pas, et pour le Grenelle de l'environnement, c'était pareil, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'on soit pas approché, hein. Ça nous choque. Vous vous rendez compte qu'il y a une directive européenne sur l'eau, vous n'avez pas le droit de vidanger votre voiture dans une rivière, il y a une directive sur l'atmosphère, vous n'avez pas le droit de brûler des pneus, il n'y a aucune directive sur le sol. Et pourtant les députés ont demandé la création d'une directive sur le sol au niveau de la CE. Ça a été refusé par les grands lobbies agro-industriels, c'est que vous pouvez mettre tous les poisons que vous voulez dans un sol, vous n'avez aucun problème législatif. Comment voulez-vous créer un parc national quand on laisse empoisonner les sols? Je veux dire, la base de toute la pyramide de la vie, c'est les collemboles, les vers de terre qui nourrissent tous les oiseaux, qui nourrissent les reptiles, etc. 90% de la vie du sol a disparu, donc toute la pyramide s'est effondrée. Je veux dire, on a perdu 90% de nos hirondelles, de nos insectivores, de nos reptiles, de nos chauves-souris. Comment voulez-vous créer un parc national si déjà il n'y a pas de directive pour protéger les sols? Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas protégé les sols, on ne pourra pas faire de parcs nationaux dignes de ce nom. Il faut que dans la nature, les hommes et la nature cohabitent. Faut pas faire des oppositions. Enfin. D'autant plus qu'à la CE, là, quand un produit va être sur le marché, en fait, il peut être mis sur le marché avant que l'entreprise fournisse tous les tests de conformité. Donc, dans les produits on peut dire, le cruiser en fait, ils peuvent le mettre sur le marché, même si les tests ne sont pas finis. Ils garantissent que dans les années qui suivront, ils fourniront les tests. Donc ça, c'est quand même bon. Et c'est que ça, je parle de produits pour le sol. Hein, donc, ils n'ont pas l'obligation de. Ils promettent. Voilà. Et puis en plus de cette connaissance du sol, on va leur montrer, c'est un peu comme un expert qui vient estimer une maison, on va leur montrer le niveau de dégradation de leur sol. Un sol, il se dégrade en 3 points, d'abord biologique, c'est-à-dire que quand vous mettez trop d'engrais chimiques, trop de pesticides, trop de machines lourdes, de l'irrigation, vous faites effondrer le taux de matière organique. Le taux de matière organique a été divisé par 2 en France depuis 1960.
Et une fois que vous avez perdu votre matière organique, il n'y a plus de faune, les vers de terre disparaissent. Et comme c'est les vers de terre qui remontent tous les éléments nutritifs, le sol rentre dans sa dégradation chimique, c'est-à-dire tous les éléments vont se lessiver, ils vont polluer les rivières, ils vont polluer les nappes, ils vont se faire traiter de pollueurs. Puis ensuite, quand vous avez perdu votre matière organique, perdu les liens d'attache, c'est les argiles qui s'en vont, et dès qu'il pleut, les rivières sont pleines de boue. Donc nous, on essaie de voir à quel niveau de dégradation se situe son sol. Des choses toutes simples, hein. Vous êtes ici dans une région vallonnée, vous allez en forêt, vous mettez à la limite de la forêt et d'un champ agricole, vous verrez, il manque entre 25 et 50 cm de sol. Donc on fait comprendre à l'agriculteur, parce que la plupart de nos forêts datent de la guerre de 14, puisqu'elles ont été abandonnées par les gars qui étaient morts au front. On leur fait montrer que depuis 14, ils ont perdu entre 25 et 50 cm de terre. Et ça, c'est des choses qui sont simples pour les agriculteurs à comprendre. En train de comprendre qu'ils décapitalisent. Ils sont en train de décapitaliser. Donc, ce sont de mauvais capitalistes. On passe leur temps à leur faire croire qu'ils sont des hommes d'affaires, enfin, qu'ils sont des chefs d'entreprise. C'est absolument faux. Ils décapitalisent complètement. Ce sont de très, très mauvais capitalistes. Ils cassent leur matériel, leur outil de travail. Donc ça, c'est une chose qui est difficile à leur faire accepter parce qu'évidemment, ils sont persuadés qu'ils cultivent ça très bien. Et quand on leur montre que leur outil de travail est effondré et que maintenant, sans engrais, ils ne produiraient plus rien, là, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir par l'agro-industrie, quoi. Déjà, la première chose pour l'accompagner, on va lui demander s'il connaît son sol. Donc ça, c'est la première chose qu'on essaie de faire comprendre aux agriculteurs. C'est qu'en fait, ils connaissent pas leur outil de travail. Donc, quand vous connaissez pas votre outil, vous l'utilisez pas bien. Donc ça va être... alors ça, c'est pas facile. Ils ont beaucoup de mal à entendre une chose pareille parce que ils sont persuadés qu'ils le connaissent. Et parce qu'ils vont le décrire simplement un argilo-calcaire ou un sableux et tout. Mais quand on leur dit qu'est-ce que vous avez dedans, est-ce que vous connaissez son pH, est-ce que vous savez quelle vocation il a, alors là, on leur parle vraiment presque japonais. Et donc, en partant de ça, on va l'accompagner sur sa parcelle qui lui pose le plus de problèmes, parce que quand ça va bien, il va pas demander. Et on fera un profil, donc on va vraiment lui montrer son sol tel qu'il est, en surface, en profondeur, lui montrer comment vont ses racines, si elles sont rondes, si elles sont belles, si son sol sent bon, si ils sont pas bons, s'il est souple, s'il est granuleux. En fait, on va lui faire toucher, on va lui faire travailler ses sens. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont oublié ce contact à la terre. Ça les surprend aussi, de prendre la terre, de la sentir, par exemple. Et puis après ça, on prélèvera et donc on vient au laboratoire pour lui dire, on l'a quantifié ce qu'il a, qu'est-ce qu'a de particulier son sol, en bien ou en mal. Et avec ça, on va lui donner un conseil pour choisir peut-être une rotation ou des plantes des semences qui seront mieux adaptées au type de sol qu'ils ont. Et puis, souvent, comme ils ont l'habitude de faire que des analyses de terre, ils connaissent que la surface. Quand vous avez un sol qui est très riche en éléments en profondeur et qu'il y a une possibilité à la plante d'y aller, c'est comme dans votre frigidaire, hein. Si vous utilisez que la première partie, vous allez avoir l'impression qu'il faut que vous fassiez souvent des courses. Mais si vous utilisez tout le frigidaire, vous y allez qu'une fois par semaine, quoi. Donc, en fait, s'ils utilisent tout ce potentiel, ils achèteront moins, puisqu'en fait, la plante va pouvoir se nourrir plus longtemps dans son sol. Enfin, même ne pas avoir besoin de rajout. Donc, très souvent, ça les amène sans avoir presque des fois absolument rien modifié. Même pas leur dire, il faut faire une rotation, il faut changer d'outil, il faut passer au semi-direct sous couvert, mais déjà rien qu'avec leur sol, en fonction de ce qu'on a vu, dans certains cas, on va dire, déjà, vous pouvez diminuer la potasse, vous pouvez diminuer le calcium ou certains trucs. Donc, ça peut déjà leur faire une économie, alors qu'ils n'ont absolument rien changé. On n'est même pas rentré dans leur dire, et dans le meilleur des cas, c'est d'essayer de les amener à une rotation, à une agriculture plus biologique, et puis le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire moins labourer la terre, plus la labourer, travailler avec des couverts, et là, le monde des abeilles c'est hyper important, puisque quand on fait des plantes de couverture, on mélange pour que le sol soit super couvert. En fait,
dans l'optimisation des cas, il faudrait mettre 12 plantes, mais c'est pas possible. Mais souvent, bon, on a des agriculteurs qui en utilisent 6 et ils vont mettre du colza, ils vont mettre du tournesol, ils vont mettre du lin, ils vont mélanger. Donc au niveau, c'est souvent des plantes mellifères qui ont une possibilité de nourrir des abeilles. Et ça, par contre, ça c'est un très très gros changement pour l'agriculteur parce que c'est des techniques extrêmement compliquées. Il faut du matériel supplémentaire, mais surtout il faut vraiment bien se placer. Et si on le fait pas bien, souvent il y a des non-réussites et les agriculteurs, quand ils sont déçus, ne reviennent pas. Depuis 25 ans, c'est un peu compliqué de dire combien exactement d'exploitations on a accompagné. Simplement, parce qu'on ne travaille pas qu'en France, on travaille en Europe, on travaille dans le monde. Bon, je peux simplement dire que, comme tout est répertorié depuis 25 ans, on en est à notre 8 millième profil analysé. Et au niveau du visuel, donc dans les parcelles, puisqu'on ne prend pas forcément de la terre partout, on en est à 12 ou 13 000. Et en client, on approche des 3 000, je crois. Mais en exploitation, ça ne veut pas forcément dire 3 000 clients, quoi. Parce qu'il y a des gens, puis il y a des personnes qui nous font venir une fois, puis après c'est terminé. Puis on a des clients qui, en fait, ça fait 10 ans qu'on les suit. Donc, ils nous redemandent, mais c'est quand même... Donc, c'est pour ça que c'est pas... Il y en a, c'est hyper ponctuel, puis il y en a d'autres, c'est vraiment des gens qu'on suit parce que ils considèrent qu'on les fait avancer, quoi. Mais c'est vraiment... c'est pour ça que maintenant, je pense que c'est l'habitude, mais quand vous avez vu autant de terre, autant de sol, autant de paysages, parce que en fait, les parcelles s'inscrivent aussi dans un paysage. Très souvent, d'ailleurs, le mot... Moi, je préférerais qu'on revienne au premier mot, le paysan. Bon, c'est peut-être un bateau, ce que je veux dire, mais c'était lui qui faisait le pays. Et en fait, son domaine s'inscrivait dans la beauté du paysage. À l'heure actuelle, vous avez des endroits, c'est dramatique, quoi. Ils ont tout arraché. S'ils pouvaient cultiver le goudron, ils le cultiveraient. Et ça fait partie aussi de l'énergie qu'on peut mettre dans une culture. La beauté fait partie et intégrante. Et dans agriculture, autrefois, c'était le mot culture. Donc on n'était pas que du côté agricole, on était dans la culture. Bon, c'est vrai on a des témoignages où des gens disent, ça leur a permis. Bon, je pense à la ferme de Récicourt, Monsieur Fourmet, qui au départ était en conventionnel, était quelqu'un hyper classique, des herbages et tout, qui est en biodynamie à l'heure actuelle sur 300 hectares, qui a ramené les bêtes, qui dit que il faut avoir un équilibre là-dessus. Donc ça, c'est quelqu'un qui nous a suivis et qui dit qu'il a changé parce qu'il nous a rencontrés. On a des vignerons qui disent que à partir du moment où on a commencé à travailler avec eux, effectivement, ils ont moins utilisé de produits. Ils ont aussi des vins qui ont plus de complexité. Donc voilà ce qu'on peut apporter. C'est plus Emmanuel. Emmanuel a travaillé avec quelqu'un, par exemple, dans le sud de la France pour la lavande, avec des problèmes comment on appelle ça, de dégénérescence de la lavande. Il les a aidés et ça commence à aller mieux en faisant retravailler, en utilisant certaines choses. Mais il y a des agriculteurs ou des vignerons qui disent que on leur a redonné goût aussi à retravailler la terre et à redevenir paysans. Et non pas à être toujours à aller acheter des produits. Parce qu'en fait, le gros problème qu'on n'a pas soulevé, c'est que c'est très compliqué de lutter à côté de coopératives agricoles, parce que souvent on nous critique que notre travail est trop cher, puisqu'en fait on se déplace, on fait plusieurs analyses, donc le coût de notre intervention n'a rien à voir avec une analyse de terre où l'agriculteur prend de la terre et ça coûte quasiment rien. Et nous on dit qu'on devrait leur donner, parce que quand ils reviennent, en fait, on leur dit que ça va pas bien et qu'il faut qu'ils rajoutent des produits. Mais ils ont dépensé que, je sais pas, 150 €.
Nous, on est presque, je suis pas tout à fait 10 fois, hein, puisqu'on est à 1 200 € l'analyse, mais enfin aller les voir. Mais en fait, il y a toujours après beaucoup moins utilisé. Et si l'agriculteur faisait la somme de ce qu'il a gagné, de ce que ça lui a apporté, c'est évident que très très vite il aurait récupéré. Mais en fait, on est toujours dans cette civilisation où c'est pas cher, donc on prend quoi. Et je pense que bon, les témoignages, c'est ça quoi. C'est que il y en a qui ont retrouvé le goût d'être paysans, et il y en a, c'est les fils qui, en voyant ce qu'on a fait, on dit on va continuer la ferme, on va continuer le vin. Donc nous, on a gagné chaque fois qu'on fait changer quelqu'un en biologie, en biodynamie dans le meilleur des cas, ou qu'utilise moins de produits sans qu'ils aient forcément l'étiquette biologie, on a gagné. Il faut qu'ils aient le courage de faire ce qu'on a fait. Nous, on s'est défonctionnalisé. Il faut que les paysans se défonctionnalisent. Il faut qu'ils renoncent à toutes les subventions. Le jour où les paysans diront on veut plus de subventions de la PAC, là, les choses changeront immédiatement. Parce qu'à partir du moment où comme ils ne vivent que de subventions, à partir du moment où il n'y a plus de subventions, le système s'effondre. Et ils seront obligés à ce moment-là d'aller vers des produits de qualité. Vous avez plein de vignerons qui sont devenus indépendants, qui ont quitté la COP. Tous les gars qui quittent la COP, ils s'en sortent. Les gars qui restent dans les COP, ils sont cuits. Mais il faut un courage énorme. Vous savez, nous, on avait 2 salaires de fonctionnaires, on était vraiment peinards, on n'avait pas tellement envie de changer, on avait en plus 2 enfants. C'est un énorme courage. On a fonctionnarisé les agriculteurs en Europe, hein. On a fait des exploitants agricoles qui dépendent de la PAC. Avoir le courage de dire non, on n'en veut plus. On entend de temps en temps à la télévision des agriculteurs qui disent mais nous, c'est pas les subventions qu'on veut. Nous, on veut vivre de notre métier. Mais pour pouvoir vivre de leur métier, il faut arrêter toutes les subventions. Mais on peut pas. Si par exemple les Français demandent qu'on arrête les subventions puis qu'on continue à les distribuer aux Allemands, aux Italiens et tout, ça peut pas marcher. Il faut que ce soit une décision générale de l'Europe de dire bon, c'est fini. On ne subventionne plus l'agriculture et on va payer correctement les produits agricoles pour que les agriculteurs puissent en vivre. Et on va leur demander non plus de faire de la quantité, mais de faire de la qualité. Bon, à ce moment-là, ils vivront, hein. Mais bon, c'est des choix politiques, hein. En tout cas, la PAC, c'est un échec, puisqu'après 70 ans, les agriculteurs peuvent toujours pas vivre sans subvention. Donc, c'est un échec total. Je veux dire, à la sortie de la guerre, on a subventionné les banques, on a subventionné l'industrie automobile, on a subventionné énormément d'industries, puis maintenant, elles volent de leurs propres ailes. Le monde agricole est toujours subventionné à mort. Donc, c'est un échec total de la politique agricole. Ah oui, on voit tout de suite remonter l'activité biologique du sol, la faune. Dès que la faune remonte, on voit les oiseaux qui reviennent, on voit les insectes qui réapparaissent, et on voit vraiment changer complètement la biodiversité. Ça, c'est très très spectaculaire même. Mais parce qu'il faut revenir à l'équilibre agro-sylvo-pastoral. Mais c'est très compliqué de faire revenir des bêtes dans une exploitation céréalière. Vous savez, pour eux, ils appellent ça les carnes, hein, les vaches. Hein. Donc faire revenir des carnes à la ferme. Même s'ils ont les bâtiments, hein, puisqu'ils avaient autrefois des bêtes, même s'ils ont les bâtiments, psychologiquement, c'est très compliqué pour eux de faire revenir les bêtes. Or, l'équilibre, il doit être les animaux, les céréales, la forêt, c'est ça le grand équilibre. Et là, je vais reprendre l'exemple, quand vous dites revenir, notre collaborateur technique, Sébastien, en fait, il est double actif. Il a sa ferme et il travaille pour nous. Et son père était agriculteur et puis bon, il a fait une maladie très grave, il en est décédé, mais il y a un moment, le papa a dit bon, j'aimerais bien que tu reprennes la ferme. Et donc Sébastien a dit oui, mais moi à une condition, je voudrais revenir, je vais faire du semi-direct sous couvert, je vais utiliser moins de produits et tout. Bon, je le fais vite. Le père a dit il n'en est pas question, ça va pas marcher, il faut. Et donc, le fils a dit tu vends la ferme. Et puis les agriculteurs, la ferme, c'est quand même. Donc en fait, Sébastien a fait ses techniques respectueuses et tout. Et pour parler de la faune, donc là, en fait, il dit je récolte tout ce qui va plus chez les voisins. Donc j'ai trop de sangliers parce que j'ai plein de vers de terre, j'ai les chevreuils qui viennent dormir, j'ai les lapins et tout. Et il dit c'est incroyable quoi. En fait, j'attire. Il a une faune à l'intérieur de ses parcelles alors que les voisins n'ont plus rien. Parce qu'en fait, la vie elle est là. Les vers de terre ils sont dans sa parcelle, pas chez la parcelle des voisins. Donc le zéro n'existe pas, les sangliers sont toujours là, il y en a, et il dit, il y a des moments, je me dis, c'est quand même incroyable, quoi, je les attire tous, quoi. Et il dit qu'il a vu un énorme changement, quoi. Lui, il voit plus d'oiseaux, de perdrix, qu'il avait quand il était plus jeune, quoi. Les vers de terre, eux tout seuls, ils sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis.
Donc, ce sont les animaux les plus importants de la planète, c'est eux qui fabriquent le sol. Donc déjà, ça peut donner une image positive du lombric, même si effectivement l'organisme en tant que tel dégoûte plutôt le citadin, parce que bon, c'est pas sexy. L'abeille est beaucoup plus sexy sur le plan. Bon, c'est comme ça. Il y a des animaux sexy, le panda, l'ours blanc, l'abeille. Bon, on sait pas pourquoi. Puis il y en a d'autres qui sont pas sexy du tout. Le requin, le lombric, ils ont pas de peau, ils sont pas sexy, donc ils sont mal vus par le citadin qui n'y connaît rien, qui a totalement perdu tout contact avec la nature et qui donc va rechercher, il va préférer la cigogne et puis l'ours blanc que le ver de terre. Mais le ver de terre, c'est l'animal le plus important de cette planète, mais c'est vrai qu'il est pas beau, il a pas de chance. Mais il a un rôle fondamental, c'est que sans lui, il n'y a pas de sol possible, quoi. En parallèle, et sans abeilles, il n'y a pas de fruits. C'est-à-dire, si on n'a pas sans abeilles, sans pollinisateurs, on peut pas avoir de fruits. Eh bien, sans vers de terre, on n'a pas de sol. On peut pas, parce que les vers de terre, en plus, créent du sol, puisqu'ils vont prendre la matière organique en surface, ils récupèrent l'argile au fond, et dans leur intestin, en fait, ils fabriquent du sol. Ils fabriquent le complexe argilo-humique. Donc, en fait, ils sont créateurs de sol. Donc, sans vers de terre, on a moins de sol. Donc, et pas d'abeilles. Non, mais ils sont créateurs. On a des clients qui remettent des ruches, par contre. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, et on a des clients qui mettent 2-3 ruches, soit au bord de leur champ parce qu'ils ont découvert, soit dans les vignes parce qu'ils vont retravailler, parce que nous, on incite à, quand c'est possible, en fait, et il y a d'ailleurs même des volontés au niveau des régions, à Bordeaux entre autres, en fait, où on subventionne des haies, et même des haies fleuries, donc mellifères, et donc à ce moment-là, les vignerons remettent des ruches. Donc on revoit, on a des particuliers qui veulent remettre des ruches. La haie, au départ, nous, c'est après l'abeille, ça vient après. La haie, en fait, c'est pour permettre, les arbres sont les seuls organismes vivants qui permettent de remplir les nappes phréatiques. Donc on peut pas mettre une forêt dans les champs, mais par contre la haie, les arbustes vont faire quasiment la même chose que les arbres. Donc ça va permettre de faire rentrer, puisqu'on a énormément de problèmes de sécheresse, de diminution du niveau des nappes phréatiques. On entend, pas cette année, mais très souvent dès qu'il fait sec, tout le monde dit c'est. Et puis ça a un autre avantage, c'est que on a demandé à ce qu'on fasse des bordures au bord des rivières. Hein. Et la haie sera beaucoup plus intéressante. On aura moins d'érosion avec la haie. Donc nous, c'est plus pour une valorisation de l'agriculture du sol. Alors après, si elle est fleurie, bien entendu, il y aura un avantage mellifère. Mais en fait, la haie, et puis on remet aussi de la faune, mais la haie, elle est très importante par rapport à ça. En plus, dans certains cas, on le voyait dans le sud de la France, ils faisaient des haies, par exemple, en cyprès, pour quand il y avait des jardins, puisque la haie va protéger, on dit qu'un arbre ou la haie va protéger sur 10 fois sa hauteur. Donc dans un jardin, si vous avez une haie qui fait 2 mètres ou 3 mètres, vous allez protéger votre maraîchage sur 30 mètres, 20 mètres ou 30 mètres, au niveau du vent. Donc c'est quand même hyper intéressant, et on parle de haies feuillues, parce que le résineux ne fait pas du tout ça. Donc c'est plus pour une qualité et du sol, de rentrée de l'eau, de la porosité des sols. Et après, bien entendu, les abeilles en profiteront. Mais il y a aussi le citadin, il a une responsabilité. Tous les gens qui tondent constamment leur gazon, ils laissent même pas les plantes fleurir. Vous voyez, là, en ce moment, c'est les primes verts, les coucous, c'est important, l'abeille, quand elle sort de sa ruche, il faut qu'elle ait aussi des fleurs à féconder. Si vous avez passé la tondeuse partout, que si vous voulez qu'elle féconde. Et ensuite, l'abeille, elle a besoin de féconder du mois de mars jusqu'à octobre. Les dernières plantes, qui donnent du miel, c'est le lierre. Le lierre, on arrache tous les lierres dans les forêts, alors que le lierre,
il vit en symbiose avec les arbres. Il y a une espèce de haine contre le lierre qui a été déclarée par notre société. Sous prétexte que ça étouffe les arbres, ça n'a jamais étouffé aucun arbre. C'est nécessaire aux oiseaux qui nichent dans le lierre, et surtout c'est la dernière plante en fleurs de la saison. Une abeille, elle peut pas rester 3 mois sans bouffer. Pourquoi elles disparaissent en ce moment? C'est pas tellement les pesticides, hein, c'est parce qu'elle n'a plus rien à butiner. Vous avez quoi dans notre... Ici, vous êtes sur le plateau de Langres, ils font bléorche colza. Elle a le colza, le butiné, puis après elle n'a plus rien. Comme ils ont foutu des herbicides partout, il n'y a plus de plantes en fleurs au bord des champs. Donc une fois qu'elle aura butiné le champ de colza, elle aura rien à butiner jusqu'à l'automne parce qu'ils ont tout stérilisé. C'est ça qui tue les abeilles. Alors après, elle chope le varroa, elle devient sensible aux pesticides. Mais c'est parce que d'abord, elle n'a plus de nourriture. Donc si les gens, ils arrêtaient de tondre tout le temps, puis c'est au lieu de mettre des Paris, c'est des tuyas autour de leur pavillon, mettre des arbres à fleurs, ça ferait du bien aux abeilles. Hein. Mais pour l'instant, les gens, ils veulent le gazon parfaitement vert, ils veulent pas la moindre fleur, pas le moindre pissenlit. Bon, l'abeille, elle n'a plus rien à butiner. Donc il faut aussi penser au fait qu'il faut des fleurs du mois de mars jusqu'au mois d'octobre pour que les pollinisateurs vivent. Hein. Ils butinent pas une fois par an, hein. Ils sont comme nous, hein. Ils mangent toute l'année. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Hein. C'est pour ça que dans les villes, à Paris, maintenant, il y a un miel de Paris, parce qu'ils arrivent à mettre sur le toit, je crois que c'était Notre-Dame ou de certains, ou de l'Opéra, mais parce que tout le monde, les gens ont sur leur balcon ou leur petit jardin, il y a des fleurs partout. Et on dit, elles produisent, paraît-il, il y avait un apiculteur qui en parlait, et il disait qu'il produisait plus que ces ruches qu'il avait en campagne, quoi. C'est aberrant. Les abeilles produisent plus en ville qu'en campagne. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Ouais, mais enfin, c'est pas suffisant. Je crois que ça va au-delà de ça, parce que si tu supprimes, et là, j'en avais parlé un petit peu, c'est qu'il faut aussi, ce n'est pas qu'au niveau du monde des agriculteurs, il va falloir que les citoyens que nous sommes de l'Europe ou du monde entier acceptons de payer la nourriture. Parce que tu supprimes la subvention, mais si le citoyen veut toujours acheter ses tomates à moins de tant de kilos, c'est même pas le prix de ce que coûte le travail, ça peut pas marcher. Il faudra remettre la qualité, il faudra faire accepter aux gens que la nourriture, il faut la payer à leur juste prix. Là, je vais prendre juste un exemple, et c'était Sébastien là qui nous le disait. En fait, on marche sur la tête. À l'heure actuelle, le blé est acheté il m'a dit 90 à 100 euros la tonne. Une tonne. On faisait le prorata. Pour acheter un iPhone qui est à 650, 600 euros, il faut 1 hectare d'un travail d'une année d'un agriculteur. Il va vendre son blé et on va lui donner ses 6 tonnes 5, 6 à 7 tonnes dans nos régions, là où vous êtes. En fait, le prix d'un iPhone, est-ce que c'est acceptable quand on réfléchit? 1 hectare pour s'acheter un téléphone. Ça, il va falloir changer la donne. Il faut que les gens, il faut qu'on accepte. Et moi, je n'arrête pas de le dire. Effectivement, il y a la PAC, effectivement, il y a les politiques. Mais il faudra aussi que si tu arrêtes les subventions, il faudra payer plus cher la nourriture. Et il va falloir que le citoyen accepte de mettre le prix dans la nourriture. C'est une question de choix. Hein. On a le choix. Moi, je sais où j'achète mes produits. Je veux dire, je suis pas là à dire, dites donc, si je peux pas me l'acheter, je l'achète pas. Mais je veux dire, je suis pas là à dire, dites donc, c'est quand même un peu cher là. Et là, il y a un vrai problème. La nourriture n'est pas payée. Elle est peut-être pas de qualité, mais il faut qu'on fasse comprendre qu'il faut la payer son juste prix. Non, dans un monde économique absurde où les actions de la route rapportent de l'argent, il faut augmenter le produit industriel brut, donc le PIB augmente avec les accidents de la route, puisqu'après ça fait, d'ailleurs ils ont calculé, il faut pas que ça fasse un mort, il faut que ça fasse un grand handicapé, parce qu'il faut acheter un fauteuil roulant, il faut le soigner, les cancers pour le moment rapportent plus d'argent que... donc tant que vous êtes dans un système absurde qui fonctionne sur la notion de PIB, il est évident que de faire manger de la malbouffe à des gamins qui sont malades, vont être médicalisés de leur naissance jusqu'à leur mort, ça fait augmenter le PIB. Une rivière polluée rapporte plus d'argent qu'une rivière qui n'est pas polluée parce qu'il faut la dépolluer, il faut faire tourner les usines pour la dépolluer, etc. La nature ne le rapporte pas. Donc tant qu'on est dans cette approche économique, il faut polluer, il faut détruire, parce que je sais plus quelle était la ministre du temps de Chirac, la ministre de l'Environnement, qui disait la pollution c'est bien, ça crée des emplois. Tant qu'on est dans cette mentalité-là, ça bougera pas.
Donc pour que les choses bougent, il faut comprendre que la seule unique richesse que nous avons sur cette planète, c'est la nature. Mais ça, c'est pas encore intégré par les hommes. Les hommes pensent que la richesse, c'est des billets ou des actions dans des banques qui valent rien, c'est du papier, quoi. La seule richesse, c'est la nature. Et on la pille, c'est que l'humanité s'appauvrit à vitesse grand V. Mais on leur fait croire qu'ils s'enrichissent alors qu'ils s'appauvrissent. Mais tant qu'on n'aura pas compris que la seule richesse, c'est la nature, je pense que le système va continuer en l'absurde. Le scénario du pire, il est là quand même. Quand tu regardes, quand vous regardez, vous allez à Paris ou que vous regardez même à Dijon, je veux dire, moi je me souviens le nombre de gens qui sont sous le seuil, qui peuvent pas se nourrir. On revoit des gens qui refont presque les poubelles et tout. Je trouve que le scénario du pire, il est là. Il y a de plus en plus de gens qui sont mal nourris sur la planète. Effectivement, on peut encore aller plus loin, mais nous, personnellement, on dit qu'on est dans un scénario de pire. Et les gens sont dans le déni. Nous, quand on parle, vous dites que qu'on fait un métier positif, mais la plupart des gens ne nous prennent pas du tout pour des gens positifs, hein. On nous prend pour des réactionnaires, on dit qu'on est hyper pessimiste, que on exagère, que ça va pas si mal que ça et tout. En fait, on est vraiment dans le déni. Et donc, le scénario du pire, on veut pas le voir, mais moi, je trouve vraiment. Alors, bon, Claude parlera peut-être du scénario du meilleur, parce que bon, il y a des choses qui avancent, mais le scénario du pire, faut pas avancer beaucoup plus à l'heure actuelle. On n'a plus grand-chose à faire pour être vraiment dans le mur, hein. Je sais pas, nous on le voit quand même énormément, hein, dans les conférences. Vous entendriez les questions des gens, ils sont loin d'être dans la tranquillité. On sent une angoisse permanente des gens. Là, moi, je suis très étonnée. Bon, peut-être que c'est pas encore. Alors il y en a, on est dans la civilisation, des acquis, on a ça, mais on entend des gens qui disent autour de nous, c'est les maladies dégénératives, les cancers, ils sont touchés quand même. Beaucoup de gens sont touchés par des maladies extrêmement graves. Et il y en a qui disent, j'avais pas ça, mais mes parents ou mes grands-parents. Le problème des enfants qui sont pas si en bonne santé que ça. Et moi je trouve on est peut-être dans le déni parce que c'est très compliqué, je pense, là je parlais en tant que femme, c'est très compliqué d'accepter qu'en fait, on accepte. Je suis persuadée qu'elles le savent, on le sait. Mais en fait, vous pouvez pas accepter, c'est absolu, en tant que mère, ou même d'une famille, de dire quand je vais à Carrefour, ou quand je vais, Carrefour ou un supermarché, ou quand je me comporte de la façon dont je me comporte en achetant plutôt ça, en fait, on oublie, mais c'est dans le déni, mais je suis profondément convaincue que intimement elles le savent. On le sait. Mais on veut pas encore l'amener. Donc la seule chose, le scénario du pire, c'est quand cette sensation sera amenée à la réalité en disant, mais là, franchement, ça va plus, quoi. Mais à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui le savent. Quand on va chercher un petit peu, ils disent, mais on est dans le bateau, on coule, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? On coule. Nous, on a des gens à la fin de la conférence, parce qu'on essaie de mettre un message d'espoir, et qui viennent après en disant, mais franchement, monsieur, madame Bourguignon, quand vous dites qu'il y a un espoir, vous y croyez vraiment? Il n'y a pas d'espoir. C'est ça le scénario du pire. C'est que pour l'instant, les gens font semblant d'y croire. Mais je suis convaincue qu'il y a plus de gens que vous ne croyez qui savent qu'on est au bout. Non. Quand Jean Raspail a écrit son livre Le camp des singes, c'était au début des années 70, il y avait un journaliste qui l'avait interviewé en disant, mais c'est délirant votre histoire que des gens vont envahir l'Europe par bateau, c'est n'importe quoi. Et Jean Raspail a dit, c'est sûr que pour le moment, ça vous paraît être un roman, mais il dit, vous verrez, à partir des années 2035-2040, nous allons avoir des problèmes d'arrivée de gens par bateau qui vont venir d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, etc., qui vont nous envahir parce que nous ne tenons pas compte de cette planète. Et vous voyez, les choses se sont accélérées puisqu'on n'a pas attendu 2035, on est en 2016.
Et depuis 2015, il y a une arrivée, donc il s'est trompé de 20 ans, hein, Jean Raspail, il a été un peu plus optimiste, et les choses vont plus mal que ce qui était prévu. Mais ça y est, ça a lieu. Hein. C'est-à-dire on veut plus écouter les romanciers, les artistes, parce que l'artiste, il sent les choses avant les autres. C'est ça la force de l'artiste, c'est qu'il a une perception, il a une hypersensibilité que les autres n'ont pas, il sent les choses avant tout le monde. Mais on veut pas les écouter, parce qu'on est dans une époque où il faut écouter que les techniciens, que les experts, qui connaissent rien du tout, qui se gourrent tout le temps dans leurs pronostics. L'artiste, il sent les choses. Et on n'écoute plus les artistes, c'est eux qui ont la vraie sensibilité. Oui, le Seigneur du Pire est déjà réalisé en Syrie. La Syrie, cette année de sécheresse, la Syrie ne peut plus se nourrir, elle est devenue importatrice de blé. Donc ça y est, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent, ils viennent chez nous. L'Égypte, ils apportent 85% de leur alimentation, ils sont dans le pire. Eux sont déjà dans le pire. Le monde arabe, il est déjà dans le scénario du pire. Nous, on veut pas le voir. Si, on voit bien ces émigrés, on met des barbelés pour les empêcher de rentrer, mais eux, ils sont dans le scénario du pire. Il y a quelque chose, il y a des agriculteurs, nous quand on a commencé il y a 25 ans et qu'on parlait d'écologie, que fallait arrêter les produits de traitement, que peut-être quand on avait moins de rendement, mais qu'on avait des aliments qui étaient de meilleure qualité, plus riches en vitamines et tout, et que au prorata, scientifiquement parlant, ce qu'on leur vendait, c'est de l'eau, enfin du vent, de l'eau très chère, on passait pour des fous quand on retenait ça. Maintenant, quand vous dites ça, vous passez déjà moins pour un fou, on vous écoute et on a un monde agricole et on a des citoyens qui sont en train, vous parlez des AMAP, ça c'est quelque chose, il y a 25 ans, ça n'existait pas. Les circuits courts n'existaient pas, la riche qui dit oui. Donc il y a plein de petites, ça c'est le côté positif, c'est-à-dire que il y a des îlots qui sont en train de se former. Nous, on travaille avec des gens qui sont très fortunés, qui en fait se font des îlots de survie. Ça, c'était il y a 20 ans, 25 ans, les gens qui avaient de l'argent, jamais ils auraient acheté de la terre, mais mis des bêtes, fait un jardin, de la vigne, de l'eau, éolienne et tout. Ils sont autosuffisants. Enfin, sauf si c'est une bombe atomique, mais en fait, mais ils sont complètement autosuffisants. Et ça, comme ils disent, c'est un luxe. Ça, c'était impensable il y a 25 ans. Ils auraient acheté autre chose. Tandis que là, on sent quand même que des gens sont en train de dire, il faut qu'on devienne autosuffisant. Il y a des personnes qui se disent, c'est pas la bourse qui est importante. Si on achetait de la terre, si on valorisait au niveau du sol, ça, c'est la vraie richesse. Donc, c'est des petites clés. Mais nous, bon, alors je reviens, c'est que il faudrait qu'on mette une accélération sur la pédale parce que malgré tout, il y a quand même urgence, quoi. C'est pas quand on entend la COP 21 en 2020, 2025, c'est aujourd'hui qu'il faut bouger. C'est pas dans 5 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est des petits verrous, des gens qui prennent le temps, effectivement, les AMAP ou qui vont aller plus vers des petits producteurs. Il y a eu, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais les supermarchés sont au niveau, par exemple, des produits frais. C'est la chute en ce moment, parce que les gens font moins confiance à ces produits où on n'a pas, même s'ils mettent origine la France, et qui vont rechercher. Ça, c'était, je reviens, impensable il y a 25 ans. C'était l'idéal, avec son caddie, on poussait le caddie et tout. Les supermarchés sont en train de perdre des clients, ce qui prouve bien qu'il y a une prise de conscience. Donc, quand on va l'amener, je pense qu'il y aura peut-être plus de gens dans la rue, ça va peut-être faire du mal. Mais voilà, ça c'est peut-être entre les deux. Non ? Oui, moi je pense que les choses bougent. Et puis les cancers qui explosent. Enfin, les gens commencent à douter du progrès. Jusqu'alors, ils faisaient le déni et le progrès. Puis là, ils voient l'espérance de vie qui commence à chuter. Donc le mythe du progrès est en train de prendre un coup dans l'aile. Je veux dire, on devait tout régler avec le nucléaire, on devait tout régler avec le gaz de schiste, puis c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'on devait tout régler avec les OGM, on devait tout. Puis c'est pas du tout ce qui se passe. Donc les gens commencent à douter. Hein, donc c'est bien. À partir du moment où ils rentrent en doute face au mythe du progrès, les choses pourront commencer à bouger. Il faut que le consommateur soit informé. Les consommateurs connaissent toutes les propriétés de l'iPad, de tous les trucs électroniques qu'ils achètent. Ils savent pas reconnaître un poisson frais d'un poisson qui a plusieurs jours d'attente. Ils savent pas reconnaître un fruit frais. Ils savent pas reconnaître un produit de qualité au niveau alimentaire. Ils mettent n'importe quoi dans leur caddie. C'est-à-dire qu'ils sont très très informés sur tout ce qui est électronique, leur bagnole, tout ça qui se passe. Mais l'essentiel, parce que c'est quand même la nourriture, c'est quand même plus essentiel que l'électronique.
bah, ils ont mis l'électronique avant leur nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont perdus au niveau de l'ordre. Qu'est-ce qui est important? L'important, c'est que la nourriture, c'est la qualité du logement. Non, ils s'intéressent à que du superficiel. Donc il y a toute une éducation du consommateur à faire qui est pas simple. Quand vous voyez les mères qui donnent n'importe quoi à manger à leurs gamins, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Puis l'abrutissement il va loin, parce que les insecticides sont des neurobloquants, ce sont des systèmes qui bloquent le système nerveux de l'insecte, qui fait qu'il ne peut plus se déplacer, il meurt de faim. Mais toutes les espèces vivantes ont le même système nerveux. Ce sont des gaines de transmission d'ion sodium. C'est-à-dire que les insecticides nous bousillent notre système nerveux. C'est-à-dire que l'abrutissement il va tellement loin que les gens maintenant ils terminent Alzheimer et Parkinson. C'est-à-dire que là vous êtes à l'abrutissement le plus total, puisque là les gens ils savent même plus qu'ils se souviennent plus de rien. Ils sont comme ça, ou ils se souviennent plus de rien. Donc là, vous êtes arrivé à l'abrutissement complet, mais vous êtes un consommateur. L'Alzheimer est un consommateur. Donc c'est le rêve pour l'homme politique et pour les grandes firmes. Vous êtes arrivé à l'abrutissement le plus total qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'on va terminer, on vous dit, vous allez vivre très vieux. Oui, mais Alzheimer. Vous allez vivre vieux, mais Alzheimer. Ce qui n'est pas une fin de vie totalement passionnante. Dans le scénario du meilleur, il y a une chose dont on n'en a pas abordé. Je crois qu'il faudrait aussi que, en fait, il y ait une éducation, mais qui n'est pas qu'une éducation faite par les parents, parce que les parents ne sont pas forcément de tout. Et je pense que dès les toutes petites classes, moi je parle de la maternelle, je parle pas quand on est en fac ou qu'on est dans des études déjà supérieures, mais de faire prendre conscience aux petits. Et ça, c'est encore beaucoup plus facile qu'effectivement le ver de terre, c'est pas sale, et que on peut le toucher, et qu'il est important, ne pas avoir peur des araignées et tout. Parce qu'en fait, on voit, je me souviens, on était avec Emmanuel, on nous avait demandé d'animer pour une société un atelier, et on avait amené du compost, on avait amené la loupe, et on montrait les acariens, les colamboles, pas les vers de terre parce que on n'en avait pas, mais en fait, la faune du sol. Et en fait, ceux qui étaient les plus apeurés, c'était les parents. Et les parents ne voulaient pas que les enfants regardent en disant ah mais tu te rends compte, ça va sauter, c'est comme les pousses. Et là, on se dit c'est quand même non mais on en était incroyable. Et les petits, les gamins ils disaient mais moi je veux voir, je voudrais voir. Et expliquer donc aux parents qu'en fait c'était pas sale, que c'était des animaux, enfin la faune était aussi importante. Je crois que ça c'est important. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais on devrait avoir plus pas de science, mais d'explications, de petits ateliers, comment se forme un sol, comment il y a plein de petites choses à montrer que si on n'a que des sapins ou pour très tôt en fait donner cette idée que la nature est importante. Et je pense que les enfants ne l'ont pas parce que les parents ont peur. Et c'est au niveau de l'enseignement, nous on parle toujours qu'on ne met plus assez d'enseignement dans l'agriculture. On dit tu vas être agriculteur parce que tu sais pas. Autrefois, c'était même le moins cultivé, enfin celui qui pouvait pas faire d'études, qui devenait agriculteur. Et en fait, on referait ça. Je pense qu'il y aurait une autre image par rapport à l'enfant, qui en fait n'a pas d'a priori au départ, et c'est la peur des adultes qui fait qu'un enfant va écraser un ver de terre, va écraser une araignée. Le gamin, il s'en fiche. Nous, on voyait notre fils, il était au milieu d'une fourmilière, il se faisait piquer partout, et c'est nous. Moi, j'étais complètement atterrée. Lui, il les mangeait même. Donc, je veux dire, non, mais c'est pour bien montrer qu'un enfant, il peut même toucher par contre, faut faire attention, mais il peut même toucher quelque chose d'extrêmement dangereux. Pour lui, tout est nouveau. Et ça sera un vrai changement. Je pense que si on remet une forme de science, une forme de se remettre en accord avec cette nature, et pas la considérer comme sale et tout, ça serait, je pense que on ferait un très très grand pas, là, au niveau du meilleur. Donc moi, je le verrais, c'est au niveau de mes enfants. Moi, je le fais, donc. Mais je vois, on a mes enfants étaient comme ça. Moi, j'ai mes petits enfants. Ils viennent avec nous. C'est voir le ver de terre. Ils vont le toucher. En fait, ils n'ont pas d'a priori. Pour eux, la nature, c'est leur faire découvrir nos produits à nous, par exemple. Ils vont manger ce qui est actuel et pas aller chercher
Ça, c'est aussi un enseignement. Pas forcément dire à un enfant, les fraises à Noël, c'est bien. On peut leur dire, c'est bien en été, au mois de mai. Mais bon, à Noël, tu manges les pommes. Enfin, c'est des toutes petites choses. Mais si on met tout ça, être en accord, je pense que ce qui serait beau, c'est que chacun soit en accord et accepte le lieu où il vit. On habite la Bourgogne, on a un climat, on a certains produits à ce moment-là et pas forcément se dire je veux autre chose qui vient de l'autre bout du monde. Et il faut passer par il faut que les gamins acceptent ça. Nous, on a des amis qui disent c'est la croix et la bannière pour mes enfants pour qu'ils mangent une courgette ou un truc, voilà. Moi, ça serait réconfortant, quoi. La génération actuelle de nos gouvernants, ils ont un siècle de retard, donc c'est pas sur eux qu'on peut compter. Mais par contre, la jeunesse, oui, elle va peut-être, de toute façon, elle va être un peu obligée. Elle est un peu la tête dans le mur. Bon, les vieux croutons qui nous dirigent, ils ont rien compris, donc c'est pas eux qui vont faire changer les choses, mais je pense que les jeunes, ils vont faire bouger. Déjà, on voit dans les élèves des grandes écoles, même si c'est pas encore complètement ça, déjà ils ont bougé par rapport à leurs profs, donc il y a un espoir, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore une génération à passer, là, qui va être douloureuse. Il y a encore 25 ans assez pénibles, là. Il y a quand même, nous, en impact de ce qu'on a pu faire, je pense, quand on a démarré le laboratoire, qu'on faisait des conférences, les gens, d'abord, il y avait très très peu de monde, il y avait... je sais pas, quand il y avait 30 personnes, et puis au bout de 3/4 d'heure, les gens partaient. On dépasse très souvent la centaine, voire 200, voire 300, même plus. Et c'est des gens qui viennent essayer de comprendre, parce qu'on leur explique comment fonctionne un sol, la qualité des aliments, qu'est-ce que ça peut amener quand vous manquez de certains nutriments, que quand on achète des produits qui sont dits peut-être pas chers, mais de supermarché, où les pommes sont comme ça, et bien que quelque part, on les vole parce que l'agriculture intensive, c'est la fertilisation qui fait gonfler en eau les plantes, et que quelque part les carottes, si elles ont 10% de plus d'eau, vous payez les 10%, vous les payez de l'eau au prix de la carotte. Chez les vignerons, on leur dit que s'ils utilisent moins de produits de traitement, les peaux des raisins seront plus épaisses, ils utiliseront moins de produits. Donc là, pour nous, on a vraiment fait changer des gens. C'est un truc, quand on est au marché à Dijon, il y a des fois des gens qui s'arrêtent et qui nous disent merci pour ce que vous avez fait. Donc ça veut dire que quelque chose se passe. Bon, on n'est pas tout seul, il y en a plein comme ça. Mais nous, on touche de plus en plus de gens qui viennent écouter, qui est un discours au départ qui est pas forcément... on n'est pas bisounours, parce qu'on n'a jamais eu de langue de bois, on a toujours dit la vérité, on a toujours dit que c'était grave. Et donc les gens viennent entendre ça. Plus on aura... Parce que des fois, des gens nous demandent pourquoi ça fait 25 ans que vous faites ça. Parce qu'au début, c'était difficile, Et quelque part, on peut dire c'est un sacerdoce, une vocation. Je pense qu'on le fait parce qu'on a des enfants, parce que cette planète est quand même magnifique, quoi. Qu'est-ce que la Terre est belle, et on n'a pas le droit de la saccager telle qu'on la saccage, mais je pense qu'on aura fait quelque chose pour elle. Et donc, moi, je suis contente, je me regarde dans la glace le matin, puis je suis fière de moi. Enfin, oui, je suis fière de moi en disant, quelque part, j'ai fait quelque chose pour la planète et pour les autres. Donc, voilà. Ça, c'est... Et puis que ça continue, quoi. Les choses sont en train de changer petit à petit. Il y a un moment, on a cru que ça allait pas changer. Et là, ce qui est hyper encourageant, ça fait 3-4 ans. Mais 2007, le Grenelle de l'environnement. Mais là, il y a vraiment, on voit quand même une accélération dans le monde agricole. Il y a vraiment quelque chose. On a vraiment l'impression qu'il y a une clé qui est dans le verrou et qu'on est en train de la tourner.